Imagine une ville immense, construite au milieu d'un lac. Ici, les rues sont des canaux. Les habitants se déplacent en barque. Des chaussées de pierre relient aux rives lointaines. Autour de la ville, des parcelles agricoles flottantes produisent de la nourriture en abondance. Cette ville s'appelle Tenochtitlan. Au début du XVIe siècle, elle est l'une des plus grandes villes du monde. Plus grande que Paris ou Londres à la même époque. Et pourtant, elle n'a ni chevaux, ni roues, ni machines modernes. Tenochtitlan n'est pas seulement impressionnante par sa taille, elle l'est par son organisation. Tout y est pensé, l'agriculture, l'eau potable, le commerce, la religion, le pouvoir politique. Cette ville fonctionne comme un système vivant, où chaque élément dépend des autres. Maintenant, change complètement de décor. À des centaines de kilomètres au sud, un autre monde existe. Un monde plus ancien. Ici, pas de mégapole sur un lac, mais des cités de pierre disséminées dans la jungle tropicale. Les temples mayas surgissent aux is des arbres. Des places monumentales s'ouvrent au milieu de la végétation. Des stèles de pierre racontent l'histoire de rois, de guerres, d'alliances et de rituels. Contrairement à l'image populaire, les Mayas ne vivaient pas perdus dans la jungle. Ils la comprenaient, l'aménageaient, la transformaient. Ces cités sont le centre de sociétés organisées, avec des familles, des artisans, des paysans, des prêtres et des dirigeants. Et surtout, il n'existe pas un peuple maya unique. Il existe des dizaines de sites, chacune avec sa langue, ses traditions, son pouvoir. Quand on parle des Mayas ou des Aztèques, on pense souvent à des images spectaculaires, pyramides, sacrifices humains, rituels mystérieux. Ces images existent, mais elles ne racontent pas l'essentiel, la vraie question n'est pas. Quel rituel faisaient-ils? La vraie question est: comment ils vivaient tous les jours? Que mangeaient-ils matin et soir? Comment travaillaient les familles? Comment les enfants poussent leur place dans la société? Comment une ville entière pouvait fonctionner sans machines, sans métal, sans électricité? Pour comprendre ces civilisations, il faut quitter les temples et entrer dans les maisons. Avant d'aller plus loin, une précision essentielle. Le mot aztèque est un raccourci moderne. Le peuple dominant de cet empire se nomme surtout les Mexicas, à la tête d'une alliance politique. Et le terme maya ne désigne pas un empire unique. Il regroupe de nombreuses cultures, langues et cités, sur plus de 2000 ans d'histoire. Ce documentaire ne parle donc pas d'un mythe figé, mais de sociétés humaines complexes, changeantes, parfois contradictoires. Une cité maya n'est pas une ville compacte comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Elle s'organise autour d'un centre monumental, grande place, temple, palais, stèles gravées et terrains de jeux de balles. Ces espaces ne servent pas à vivre au quotidien. Ils servent à montrer le pouvoir, à organiser les cérémonies, à rassembler la population lors d'événements importants. Plus tu es proche du centre, plus ton statut social est élevé. Autour de ce cœur politique et religieux s'étendent les quartiers d'habitation. Les familles vivent dans des maisons simples, souvent en bois et en torchis, avec un toit de palme. La ville est donc à la fois monumentale et rurale, mêlant architecture de pierre et espace agricole. La survie de la société maya repose avant tout sur l'agriculture. Le cœur de l'alimentation est le maïs, accompagné de haricots et de courges. Ensemble, ces trois plantes forment un équilibre nutritionnel remarquable. Selon les régions, les paysans mayas développent des techniques très différentes, terrasses sur les pentes, champs surélevés dans les zones humides, jardins proches des maisons. Contrairement à l'idée reçue, la jungle n'est pas un obstacle insurmontable. Elle est travaillée, adaptée, contrôlée. Chaque récolte est vitale. Une mauvaise saison peut entraîner la famine, des troubles sociaux, voire la chute d'un pouvoir politique. La maison maya est modeste, mais fonctionnelle. Elle est construite avec les matériaux disponibles, terre, fibres végétales, le sol est battu, le mobilier minimal. Le cœur de la maison, c'est le foyer. C'est là que l'on prépare la nourriture, que l'on discute, que l'on transmet le savoir. Le maïs est broyé sur une pierre appelée metate,
un geste répété des milliers de fois au cours d'une vie. La maison n'est pas un espace privé au sens moderne. Elle est ouverte sur la communauté, sur le voisinage, sur la famille élargie. Chez les Mayas, l'éducation commence très tôt, les enfants n'apprennent en observant les adultes. Ils participent aux tâches quotidiennes, porter de l'eau, aider au champ, préparer la nourriture. Il n'y a pas d'école formelle pour tout, mais une transmission constante des gestes, des valeurs et des règles sociales. L'objectif n'est pas l'individu, mais la continuité du groupe. Pour les familles nobles, l'éducation est différente, écriture, calcul, rituel, préparation au pouvoir. Les marchés sont essentiels. On y échange nourriture, sel, céramique, textile, outils en pierre, obsidienne. Certaines personnes deviennent spécialistes, potiers, tisserands, tailleurs de pierre. Le commerce relie les cités entre elles. Il permet la diffusion des idées, des styles artistiques et des innovations techniques. Une cité prospère et une cité bien connectée. Les marchés sont essentiels. On y échange nourriture, sel, céramique, textile, outils en pierre, obsidienne. Certaines personnes deviennent spécialistes, potiers, tisserands, tailleurs de pierre. Le commerce relie les cités entre elles. Il permet la diffusion des idées, des styles artistiques et des innovations techniques. Une cité prospère et une cité bien connectée. Les rois mayas gouvernent par le prestige. Ils construisent, organisent, célèbrent. Leur histoire est gravée sur des stèles, inscrites dans des livres aujourd'hui presque tout disparus. Les scribes maîtrisent une écriture complexe. L'astronomie joue un rôle central, suivre le ciel, comprendre les cycles, organiser le temps. Celui qui maîtrise le calendrier maîtrise la société. Certaines cités mayas déclinent. Pression démographique, conflits, changement climatique. Mais les peuples mayas ne disparaissent pas. Ils se déplacent, s'adaptent, transforment leur société. Aujourd'hui encore, des millions de personnes parlent des langues mayas et perpétuent des traditions anciennes. Tenochtitlan n'est pas seulement une ville impressionnante. C'est une mégapole organisée, pensée pour fonctionner sans interruption. Des dizaines de milliers de personnes s'y déplacent chaque jour. Des marchandises arrivent par canot. Des décisions politiques qui sont prises. Des rituels publics qui sont organisés. La ville est divisée en quartiers bien définis, reliés par des canaux et des chaussées. L'eau potable est amenée par des aqueducs. Les déchets sont évacués. L'ordre est maintenu. Ce niveau d'organisation surprend profondément les Européens qui découvrent la ville en 1519. Tenochtitlan n'est pas chaotique. Elle est planifiée. Elle fonctionne comme une capitale impériale. Autour de Tenochtitlan s'étend un paysage agricole unique, les Chinampas. Contrairement à ce que l'on croit parfois, ce ne sont pas de simples jardins flottants, mais des parcelles agricoles extrêmement productives, construites avec de la terre, des roseaux et de la boue fertile. Ces champs permettent plusieurs récoltes par an. Maïs, légumes, fleurs, piments, la ville est nourrie en continu. Sans les Chinampas, Tenochtitlan ne pourrait pas exister. Cette agriculture est le cœur invisible de l'Empire. Derrière chaque temple, chaque soldat, chaque rituel, il y a un paysan qui cultive. Le cœur battant de la ville, c'est le marché. Celui de Tlatelolco est l'un des plus grands du monde précolombien. Chaque jour, des dizaines de milliers de personnes s'y rendent. On y trouve de tout, nourriture, sel, poissons, cacao, tissus, sandales, poteries, outils, bijoux. Les échanges sont surveillés. Les prix sont contrôlés. Les fraudes sont punies. Ce marché n'est pas un lieu improvisé. C'est une institution économique centrale, indispensable au fonctionnement de la ville et de l'Empire. Les Mexicains n'utilisent pas de pièces de métal, ils ont une notion très claire de la valeur. Les fèves de cacao servent de monnaie pour les petits échanges. D'autres biens précieux servent pour les transactions plus importantes. Les marchands spécialisés, appelés pochteka, voyagent loin, parfois très loin. Ils transportent des marchandises rares, mais aussi des informations. Ils jouent un rôle économique, politique et stratégique.
Dans certaines régions, le cacao devient également une unité de valeur, un moyen d'échange reconnu. Posséder du cacao, c'est posséder une richesse transportable, désirable et symbolique. Chez les Mayas, le cacao occupe une place particulière. Il ne s'agit pas d'un aliment ordinaire. Le cacao est rare, précieux, et principalement consommé par les élites. Il est utilisé pour préparer des boissons amères, souvent associées à des rituels, à des cérémonies ou à des moments importants de la vie politique. Le cacao est aussi offert lors d'alliances, de mariages ou de négociations. Le commerce n'est pas secondaire. Il est un pilier de l'Empire. Les marchés mayas sont des lieux de rencontre et de régulation sociale. On y échange des produits agricoles, des outils, des poteries, des textiles, des objets en obsidienne. Avec le temps, certains individus se spécialisent. Ils deviennent potiers, tisserands, tailleurs de pierre ou marchands professionnels. Cette spécialisation montre le niveau de complexité de la société maya. Tout le monde ne produit plus sa nourriture, certains produisent pour les autres. Les marchés sont aussi des lieux d'information. On y apprend les nouvelles, on observe les tendances, on sent les tensions politiques. Les marchés mayas sont des lieux de rencontre et de régulation sociale. On y échange des produits agricoles, des outils, des poteries, des textiles, des objets en obsidienne. Avec le temps, certains individus se spécialisent. Ils deviennent potiers, tisserands, tailleurs de pierre ou marchands professionnels. Cette spécialisation montre le niveau de complexité de la société maya. Tout le monde ne produit plus sa nourriture, certains produisent pour les autres. Les marchés sont aussi des lieux d'information. On y apprend les nouvelles, on observe les tendances, on sent les tensions politiques. Chez les Mexicas, le commerce atteint une échelle impériale. L'Empire contrôle de vastes territoires, chacun spécialisé dans certaines productions, coton, cacao, sel, poisson, pierres précieuses. Les marchés sont omniprésents, mais le plus célèbre est celui de Tlatelolco, à côté de Tenochtitlan. Chaque jour, des dizaines de milliers de personnes y échangent des biens. Le commerce est strictement encadré. Des autorités surveillent les échanges, contrôlent les prix et sanctionnent les fraudes. L'ordre économique est une condition de la stabilité politique. Au milieu de cette diversité de produits, un élément occupe une place à part, le cacao. Chez les Mexicas, le cacao n'est pas seulement une denrée alimentaire. C'est une unité de valeur reconnue partout. Les fèves de cacao servent à payer de la nourriture, des objets simples ou des services du quotidien. Leur valeur est stable, connue, acceptée sur tous les marchés de l'Empire. Mais le cacao est aussi un produit rare. Il ne pousse pas sur les hauts plateaux autour de Tenochtitlan. Il vient des régions chaudes et humides, parfois très éloignées. Chaque fève raconte donc un voyage, un réseau d'échanges, une domination territoriale. En parallèle, le cacao conserve une dimension symbolique forte. Sous forme de boisson amère, il est consommé lors de cérémonies, de négociations politiques ou par les élites. Ainsi, le cacao est à la fois monnaie, richesse et signe de prestige. Dans l'Empire aztèque, le commerce n'est pas un détail. C'est ce qui relie les régions, nourrit les villes et fait circuler le pouvoir. Derrière chaque marché, chaque fève de cacao, chaque échange, il y a un empire entier qui fonctionne. Une organisation précise, des règles, des réseaux. Les Aztèques ne sont pas seulement des guerriers ou des bâtisseurs de temples. Ce sont aussi des commerçants, des organisateurs, des gestionnaires d'un monde complexe. Comprendre leur commerce, c'est comprendre comment leur empire a tenu. Et pourquoi il a marqué l'histoire.